Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonjour et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et vous êtes, j'espère, nombreux derrière... non, en fait, je sais pas, oui. Bonjour Assieb, comment tu vas? Salut. Je me suis perdu dans mes pensées. Ça commence bien. Non mais en fait je rigolais parce que en fait voilà, donc on va continuer notre discussion sur le fantôme et on pensait en fait à notre ami Antoine les matins qui ressemble plus à un fantôme qu'à un être humain. Bonjour bien Seb. le sujet. Bonjour. Moi je me faisais la réflexion que je me souviens avant on n'était pas filmé, tu disais bon je vais présenter les chroniqueurs et il y avait un peu de suspense maintenant, mais maintenant comme on est filmé il y en a plus du tout. À force, oui, on vous connaît. Ouais, voilà. Ouais, mais ça on verra pour l'émission qui sera diffusée, je pense, à partir du vendredi sur YouTube, hein, pas avant. Et bien évidemment, on est en direct. Salut Jordan, comment tu vas? Ben ça va super, et toi? Ça va bien, ça va bien. Et comme je l'ai dit juste quelques instants auparavant, donc on va continuer notre cycle sur le cinéma, le fantôme au cinéma, pardon. Et au lieu de revenir sur des catégories, des genres de films où on a déjà parlé, je pense, suffisamment sur les deux dernières émissions, j'ai préféré me relancer sur un sujet un peu plus, certes, complexe, mais qui est très intéressant à en parler. C'est le film de fantôme japonais, alias le Kaida Nega. Mais juste avant, je vais faire une petite pause réclame, car je vais parler vite fait du festival, le festival Mon Amour. Alors c'est un festival éclectique dédié aux différents champs de la photographie. Il tend à rassembler tous les acteurs œuvrant à Metz, dans la grande région et au-delà, en faveur de sa création et de sa diffusion. Et contribue donc à rendre accessible la photographie à tous les publics. Donc on verra plein d'intervenants qui viennent de France, de Luxembourg, de Belgique et même d'Allemagne. Adeptes ou juste curieux, artistes en devenir ou déjà reconnus, tous les visiteurs et participants sont conviés à s'approprier ce médium artistique. En préambule du festival et jusqu'au mois de mai, plusieurs activités photo vous seront proposées. Il y a des marathons photos, il y a des studios participatifs, des ateliers découvertes. Bref, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, donc Festival Photographie Mon Amour. Depuis février, donc, une œuvre exclusive est réalisée par l'artiste photographe Le Turc en résidence dans les locaux de cette association. Et donc à partir de 19 avril à la basilique Saint-Vincent, des expositions de 4 photographes méticuleusement sélectionnés pour ce festival partageront leur vision singulière du monde. Et les 4 et 5 mai à Blida, tiers-lieu de création, de production et d'innovation artistique et numérique, sont organisées des conférences, des workshops, des animations découvertes, tout public, des représentations artistiques et de professionnels, et même une bourse photo et plein d'autres surprises. Bref, je vous conseille d'y aller fortement si vous êtes adepte de photographie ou si vous êtes simplement passionné de photo. Voilà. Ou que vous êtes amoureux. Ou que vous êtes amoureux, bien évidemment. Donc on va continuer notre cycle donc, sur le cinéma de fantôme, ou plutôt le fantôme japonais. Le petit fantôme japonais. Je sais pas où tu vas comme ça. Calme-toi tout de suite. Je sais pas. Je cherchais. D'ailleurs, je retrouve. Ah oui, est-ce que tu peux me filer mon bon plan? Il est là-bas. Oui. Je me dis, tiens, j'ai toutes mes notes, mais en fait, elles sont là-bas. Merci beaucoup, Jordan. Donc, du coup, on va revenir donc sur ce que j'ai appelé le film de fantôme japonais, qui est un terme très spécifique au Japon qui s'appelle Kaida Nega. Alors, Kaida Nega, donc, c'est le film de fantôme japonais tiré à la base d'anciennes traditions de légendes et de revenants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc à partir du XXe siècle, donc le cinéma d'horreur japonais est très distinctif. Rythme particulier, très lent, accompagné d'une terreur très silencieuse, tiré souvent d'anciens contes traditionnels, donc appelés kaidan. Donc c'est pour ça, est considéré comme des drames surnaturels à genre fantastique. C'est plutôt vraiment précis. Je tiens vraiment à préciser que c'est vraiment tout naturellement d'abord des drames surnaturels et que le côté fantastique revient après. Forcément, le côté fantastique revient après, car on voit surtout apparaître donc dans ce genre d'histoire
des revenants qui viennent de nulle part. Mais on va revenir juste un petit peu plus tard sur la différence entre ce que l'on peut considérer entre le fantôme au Japon et le fantôme en Occident. Il y a quand même une différence assez radicale, mais on en reviendra dans la deuxième partie. Juste avant de revenir sur ça, il faut quand même retenir que le 7e art en fait, est arrivé au Japon en 1897. Les Nippons n'y voyaient vraiment qu'une nouvelle forme de théâtre. Les premiers films sont des adaptations de kabuki, tout simplement. Il faut savoir surtout qu'en fait, effectivement, le kaidan qui désigne l'histoire de fantômes en général, la particule eiga permet effectivement d'indiquer que c'est un film. Ça vient de, alors excusez ma prononciation pour les personnes qui parlent japonais, du Yakumonogatari Kaidan Kai, qui en fait était un jeu oral qui était pratiqué pendant l'ère Edo, au départ par des classes, on va dire, aisées japonaises, les classes bourgeoises japonaises. Et en fait, c'était un jeu qui consistait à raconter sans histoire surnaturelle, qui, au fur et à mesure, en fait, il y avait toute une ambiance qui était installée. On allumait des lanternes japonaises, et à chaque nouvelle histoire qui était racontée et terminée, on éteignait une lanterne. Et normalement, à la 100e lanterne, on pouvait peut-être voir des esprits apparaître, etc. Et donc souvent, les gens n'allaient pas jusqu'au bout de la dernière histoire parce qu'ils avaient trop peur. Donc il y avait en fait c'était véritablement un jeu de courage qui se jouait là. Et ensuite, ça s'est un peu répandu dans les autres sphères de la société. Et effectivement, ça a influencé le théâtre kabuki, donc le théâtre traditionnel japonais. Voilà. Et qui, par la suite, effectivement, a inspiré le cinéma, et on va en reparler juste après, notamment un kaidan super important, donc l'histoire d'Oiwa. Mais ça, voilà, exactement. Je ne sais pas si tu as déjà vu des performances en termes de théâtre japonais. Toi qui es un peu spécialisé théâtre. Ouais, j'en ai jamais vu sur scène du théâtre japonais. Mais pour dire quand même que par rapport à Jordan, ce que tu viens de nous raconter, c'est qu'on est beaucoup plus sur du concept que du personnage vraiment écrit comme on peut l'avoir en Occident, quoi. On est vraiment sur de la représentation, ce qui va être super important quand on va là parler des films d'horreur vraiment surnaturels de fantômes japonais qui ont récupéré ça aussi, quoi. Comment un acteur n'est pas là pour interpréter un rôle, mais plutôt pour représenter quelque chose, en fait, une entité, qu'elle soit surnaturelle ou réelle. Oui, exactement. Et donc, les premiers films sont des adaptations de kabuki, donc seulement à partir de 1910 que l'on voit apparaître ce genre, donc le kaidan eiga. Et forcément, comme tu l'as dit juste avant, l'histoire la plus, le conte, je dirais même le plus important, en fait, celui qui va forcément influencer le kaidan eiga, c'est l'histoire d'Oiwa. Alors, l'histoire d'Oiwa est de Tamiya Lemon, parce qu'à la base c'est surtout une histoire comme ça, enfin c'est surtout une histoire entre les deux personnages là, qui originalement s'appelle, désolé pour la traduction, Yotsuya Kaidan. Donc c'est un conte de trahison, de meurtre et de vengeance fantomatique. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille effectivement de taper Yotsuya Kaidan sur Wikipédia et de lire le résumé de l'histoire. Game of Thrones à côté, c'est rien en fait. Ouais. C'est vraiment c'est de la trahison, des meurtres, de l'adultère, de la vengeance avec du surnaturel, enfin voilà, c'est la pièce de théâtre qui a posé vraiment les bases de ce qui va être fait après. Et effectivement, il va y avoir beaucoup d'adaptations de cette histoire-là à travers le cinéma japonais et ça de manière très tôt en fait dans l'histoire du cinéma japonais. Originellement, elle est écrite en 1825 par Tsuruyora Namboku IV et comme pièce de kabuki. Donc le titre original était Tokaido Yotsuka Kaidan. Il est maintenant généralement raccourci et traduit librement par l'histoire du fantôme de de Yotsuya. C'est vrai que donc c'est probablement l'histoire de fantôme japonaise la plus célèbre. Elle fait l'objet de plus de 30 adaptations cinématographiques. Il y en a, on a compté 11 films entre 1912 et 1994. Donc vous pouvez dire à quel point en fait ça a été une influence majeure dans beaucoup de films de ce que l'on appelle le J-horror, donc le film d'horreur japonais, tout simplement.
Et pour revenir, enfin quand même, ça serait, on vous tease, mais ça serait plus intéressant. Pour revenir rapidement sur l'histoire d'Oiwa, en fait c'est l'histoire de deux samouraïs, si je dis pas de bêtises, qui sont très portés sur le sexe en fait, et ils vont voir à droite à gauche, trompent leurs femmes, etc. Et l'une des femmes de l'un de ces samouraïs qui s'appelle, c'est un ronin qui s'appelle Yemon ou Lemon, je sais plus. Yemon, pardon. Yemon, voilà, qui en fait va se faire défigurer pour des histoires de trahison, etc. Et va se tuer elle-même sans faire exprès. Et du coup va rester sur Terre parce qu'elle est pleine de rage, elle doit se venger de son mari et des gens qui lui ont fait subir ça. Oui. Et en fait, c'est un des personnages essentiels de la mythologie du fantôme japonais. L'une des premières versions donc, du fantôme d'Oiwa fut réalisée en 1949, l'une des plus importantes, réalisée par Keisuke Kinoshita, qui donc revient en fait sur cette histoire-là, mais va plus se concentrer sur privilégier la vie des personnages, donc celle de Yemon et Oiwa, qui sont mari et femme donc, dans l'histoire, où Yemon meurt d'envie de s'échapper de ce mariage et va compléter pour se débarrasser d'elle. Donc on revoit leur situation, leur comportement, le détriment du fantastique qui n'est pas du tout le sujet à la base. Et il faut savoir en fait qu'à cette période, le Japon avait perdu la Seconde Guerre mondiale et était occupé par l'armée américaine de 1945 à 1952. Le général donc MacArthur réforma le cinéma japonais et donna une liste de points interdisant de nombreux sujets à la japonaise, comme l'idée du suicide ou encore une liste de points interdisant de nombreux sujets à la japonaise, de l'éloge de la loyauté envers l'empereur, la violence envers les épouses, mais aussi l'admiration de la cruauté parmi tant d'autres. Donc, néanmoins, il favorisa de nombreux autres thèmes, comme montrer le Japonais dévoué à la construction d'une nation pacifique, les soldats en cours de réadaptation civile, les problèmes de l'après-guerre, etc., etc. Donc, c'est vrai que cette première version, elle ne possède pas du tout les éléments de violence et de surnaturel qu'on a sur l'élément de base, mais va quand même montrer va y avoir un espèce de nouvel âge d'or du cinéma japonais à partir de 1945-1950. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce cinéma japonais d'horreur, c'est qu'il revient sur des périodes médiévales japonaises en fait. C'est qu'on n'est pas sur du cinéma contemporain japonais, on est souvent sur des anciennes histoires qui sont adaptées au cinéma, mais qui se passent quand même en général à l'air Edo, etc. quoi. Exactement. Exactement. Après, peut-être le plus de succès dans cet âge d'or du cinéma d'horreur japonais, ou d'horreur japonais, c'est le film de Nobuo Nakagawa qui est réalisé donc en 59, Histoire horreur à Tokaido, donc Tokaido Yotsuka Kaidan. Donc lui, il a repris également le lieu dans l'histoire, qui est considéré comme le pionnier du Kaidanega. D'ailleurs, même le réalisateur fut considéré comme le Hitchcock japonais dans l'histoire. Son film est considéré comme le chef-d'œuvre du genre Kaidan, où le fil conducteur est le même que dans ce conte. Le spectre d'Iwa est bien réel. L'histoire de Yemon est un samouraï pauvre qui, lorsque le père de la belle Iwa refuse de lui donner la main de sa fille, complote pour le meurtre de celui-ci. Donc, on revoit en fait l'œuvre de base est vraiment revenue sur le devant, quoi. Et c'est ce qui va s'en suivre à travers forcément les âges dans ce genre-là. Mais on va faire tout de suite une petite pause BO, un morceau d'Onibaba, un très bon film, morceau composé par Hikaru Hayashi.
Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Alibaba. Très bon film qui date à peu près de cette même période et qui donc aussi a une influence sur le Kaidan Eiga, mais pas aussi radicale que d'autres films dont on va parler juste après ce moment-là. Donc, parce qu'il y a une différence majeure entre le Kaidan Eiga et le film de fantôme occidental, comme je l'ai dit auparavant. En fait, c'est qu'au Japon, le spectre n'est pas une intrusion dans l'histoire, mais elle fait partie de l'ordre naturel des choses. Voilà. Bah, c'est la culture animiste japonaise en fait qui Exactement. est proprement représentée là-dedans. Souvent on confond les fantômes dont on va parler après, les yurei, avec les yokai, sauf que les yokai en fait dans la culture japonaise c'est pas à proprement parler des fantômes, ça ressemble plus à des lutins, des fées, des créatures en fait du folklore que des fantômes. Mais effectivement par assimilation, on en a fait des fantômes, alors que c'en est pas du tout en fait. Les yokai ne sont pas des fantômes. Ou alors on assimile souvent, en fait, généralement, les yurei dans la catégorie yokai. C'est ça aussi le truc. Mais il faut pas confondre les deux quand même. Parce que j'ai l'impression qu'en fait ils ont voulu tout englober au fait, un peu au Japon. C'est surtout pour, en fait, j'ai l'impression, bon, on va parler tout de suite des yokai au pire tant qu'à faire, parce qu'en fait voilà, yokai c'est un terme spécifique pour dire créature, démon, voire même un peu maléfique ou bienveillant, hein. C'est dans les deux sens, hein. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus, hein. C'est pas manichéen comme on a l'habitude de voir dans d'autres cultures occidentales. Et c'est vrai que le yokai peut être autant, certains yokai peuvent être autant hyper vieux, datant du Moyen-Âge japonais, autant d'autres yokai sont totalement récents et peuvent correspondre par exemple à. Je crois que j'avais vu récemment, en fait, quand je suis allé au Festival de Girardmer avec toi, Seb, j'ai fait un tour sur la petite. L'expo Et petite exposition sur les yokai japonais. Et notamment, il y avait des yokai très récents qui, par exemple, ressemblaient à une poubelle ou une bouche d'égout. Donc, comme quoi, c'est des œuvres aussi qui sont très, très récentes, mais qui font partie finalement maintenant des légendes urbaines. Parce qu'ils sont très assimilés avec tout ce qui peut ayant rapport en fait avec l'assimilation avec les fantômes, et aussi avec une influence externe, voire surnaturelle dans leur environnement. Dans le quotidien. Dans le quotidien, voilà. Ils ont une particularité assez comment dire, assez représentative en fait de croire à ce genre de choses. Pour eux, c'est naturel en fait. Ils vivent avec les fantômes. Mais parce qu'ils ont encore l'allégorie que représente le fantôme en fait dans une histoire ou dans un récit. Là, en Occident, ils ont gardé plus la tradition des choses par rapport à leur religion et leur culture. C'est devenu de l'attraction en fait chez nous, le fantôme. Quoi. On y va pour avec qui justifie telle ou telle chose. C'est comme le Puy du Fou, on y va pour le folklore. Voilà, exactement. Alors que là-bas, non, pas du tout. On garde toujours l'allégorie de quelque chose qui n'a pas été digéré, quelque chose qui hante encore le pays ou une paix qui n'a pas été faite chez une personne ou chez un peuple. Voilà, il y a vraiment toute la représentation que le fantôme est, en fait. Mais par contre, il y a quand même une chose intéressante qui se rejoint, c'est que le fantôme, en général, va rester à l'endroit où il n'a pas été, où il a été tué, où il est mort de mort violente, de suicide ou quoi. Il va rester généralement près de cet endroit et il va pas pouvoir trouver le repos tant qu'il n'a pas été consacré, tant qu'il n'a pas pu atteindre son but en fait. Le purgatoire. On est proche du purgatoire. Hein, ça ressemble un petit peu. À peu près, pour faire très rapidement. Exactement. Et comme on en parlait juste avant, donc en fait, pour revenir sur l'âge d'or du cinéma japonais, tout était encore très peu exporté et sortait généralement de leurs frontières. Mais cela va changer radicalement à partir de 1964 avec Kwaidan de Masato Kobayashi. Alors j'ai dit bien Kwaidan et pas Kaidan, il y a une différence parce qu'il y a un W dans l'histoire. Alors prix du jury à Cannes en 1965. Alors Kwaidan, c'est quoi ? C'est un film à sketch, film composé de plusieurs courts-métrages sur un même thème qui sont en fait directement inspirés du recueil de contes éponyme de Lafcadio Hearn. Alors Lafcadio Hearn, c'était un auteur d'origine portugaise qui a été irlandaise, qui a été naturalisé japonais en fait. Et il a vécu quasiment toute sa vie au Japon. Ce qui est assez rare pour être noté quand même. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et donc il est très fortement influencé par la culture japonaise et par l'histoire japonaise. En fait, il va retenir plusieurs contes et les réécrire, et forcément ça va être facilement exporté via sa langue natale, l'anglais.
Alors, par contre, le film relate 4 contes différents, dont seulement 2 viennent du recueil, mais en sont les plus célèbres. Alors, il y a l'histoire de Oishi le sans-oreille, donc Minimashi Oichi no Banashi, et l'histoire de Yuki Onna, la femme des neiges, Yuki Onna. Alors, celle-là, c'est peut-être le conte le plus connu de Kwaidan. Celle qui a le plus marqué, en tout cas. Celui qui a le plus marqué pour la suite, en tout cas. Exactement. Alors, pour le coup, j'ai oublié. Pourquoi ça a marqué Pourquoi ça a marqué Tout simplement parce qu'elle représente exactement le Yurei, c'est-à-dire le fantôme vengeur qui va venir pour se venger auprès des personnes qui lui ont fait du mal, exactement. Etc., et qui va influencer. Ensuite, on va voir pour la 3e partie les fantômes qu'on connaît, qui sont Sadako, Kadako. Mais tu vois, même dans la figuration, quoi, on a vraiment tous les traits de caractère physique de ce que présentera après le fantôme, d'où la confusion en fait dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est celui qu'on revoit le plus souvent dans le cinéma contemporain maintenant. Pour le coup, en fait, Yuki Onna, donc la femme des neiges, l'histoire c'est quoi ? C'est donc un vieux bûcheron et son apprenti se font surprendre par une tempête de neige en montagne. Sur le point de mourir de froid, l'esprit de la femme des neiges apparaît dans le but d'aspirer leur énergie vitale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a marqué, notamment ce sketch a marqué par son côté très onirique, une scène assez incroyable en fait, son apparition assez représentative dans ce film, c'est Yuki Onna, un peu à la manière d'une pièce de théâtre en fait, avec le visage blafard, le long kimono blanc, une démarche lente et étrange, il faut le rappeler, qui rappelle les attributs typiques des acteurs d'un théâtre no. Mais les tons glacés des couleurs, le souffle du tempête de neige que l'on entend, le fond sonore tout le long de l'histoire, c'est là pour renforcer en fait une atmosphère totalement pesante, glacée, qui nous fait donc bien sentir sous la couette ces froides nuits d'hiver, tout simplement. En fait, il faut savoir que la Yurei a effectivement une panoplie, si je puis dire, très atypique, parce que la Yurei, donc ça va être une femme vengeresse fantomatique qui va en fait est vêtue de blanc, parce que dans la culture bouddhique funéraire, les morts sont enterrés en blanc, en fait, en kimono blanc, et elle dispose aussi d'une sorte de bandana un peu triangulaire sur la tête, et effectivement les longs cheveux noirs, etc., qui vont influencer par la suite les fantômes contemporains japonais. Voilà, parce que le Yurei, en fait, c'est le thème utilisé à outrance dans le Kaidanega. D'ailleurs, on va même appeler dans un sous-genre en fait du Kaidanega le Yurei-ega également. Bon, il n'y a pas le seul dans Kwaidan qui reprend le conte de la femme des neiges dans ce style le Yurei. Il y a également les cheveux noirs. Donc le premier qui apparaît dans le film à sketch, qui concentre en fait l'effet de terreur vers les longs cheveux noirs du spectre. Ces cheveux noirs, un tribut important donc chez les Yurei, thème utilisé à outrance donc dans ce Kaidanega. Ce conte raconte qu'un samouraï fuyant lâchement sa pauvreté abandonne sa femme pour se mettre au service d'un riche seigneur dont il épouse la fille. On se rapproche forcément souvent le thème, du thème de ce qu'on parlait auparavant Il faut savoir que la société japonaise, surtout à cette époque-là, est quand même une société très machiste, et la femme en fait est vue de manière très... n'apporte pas du bien au foyer, enfin en tout cas il n'y a pas une bonne augure en tout cas dans les histoires. C'est ça, enfin c'est généralement l'homme, et quand on s'appelle, elle n'a pas forcément une bonne image non plus, parce que c'est un coureur de jupons, etc. Mais du coup, sa femme va être jalouse, sa femme va vouloir se venger, etc. Et du coup, quand sa femme meurt de manière accidentelle, ou est tuée parce que le mari veut s'en débarrasser, etc., elle va se transformer en fantôme vengeresse et donc devenir une Yurei. Car la Yurei, en fait, donc dans la légende, ne pouvant pas quitter, elles peuvent pas ne quitter notre monde, car en fait, elles ont laissé des chagrins, des regrets et des colères, en fait, envers une histoire qui peut être en fonction d'un mari ou en fonction même d'une traîtrise, voire d'un amant. Tout ce qui peut troubler l'ordre moral au Japon, en tout Exactement. cas, vraiment. Tout simplement, c'est ça. Mais généralement, en fait, les Yurei sont également représentés. Alors, surtout dans les contes et dans les écrits, généralement moins dans les films, c'est qu'elles n'ont souvent pas de jambes, en fait. Et là, en fait, dans la plupart des Yurei modernes, elles ont toujours des jambes, mais toujours généralement un long kimono blanc ou une longue
une longue robe blanche. bah, Et puis elles vont se déplacer de manière très étrange Voilà, à chaque oui. fois, enfin désarticulées, voire on va le voir encore une fois après, Mhm. carrément une démarche un peu arachnide ou des trucs comme ça quoi. Enfin, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, les cheveux noirs le représentent parfaitement avec cette. Il y a des plans magnifiques dans ce film où on voit cette espèce de spectre en fait juste de dos. Donc on voit que les cheveux. Et il y a aussi cette omniprésence en fait des cheveux noirs. C'est pas un signe, c'est pas comment dire une représentation de mauvais signe. En fait c'est un espèce d'annonce en fait dans l'histoire. Mais c'est pas seulement juste mauvais. En fait c'est juste une simple présence, une apparition. C'est-à-dire généralement, elle peut être dans un public ou ailleurs. Il y a aussi ce souvent en fait où la Yurei peut tourmenter ses bourreaux ou autres personnages, ou par exemple tout simplement un homme parce que c'est un homme, ça peut être ça aussi, et ne pas troubler l'ordre public à côté quoi. Bah, disons qu'il a qu'un seul objectif, une seule obstination, c'est le pourquoi il est mort en fait Oui, dans c'est la ça. souffrance et par rapport à qui. Et du coup, du moment que le reste n'interfère pas avec justement cette malédiction, laisse passer quoi. Le fantôme s'en fout quoi en tant que tel. Et pour les plus grands les cinéphiles qui nous écoutent, je vous conseille également, forcément, si vous ne l'avez pas vu, le film de Akira Kurosawa, Rêve, le film de 1990, où il y a une apparition absolument sublime aussi d'une Yurei dans cette apparition totalement avec un teint blafard très blanchâtre. Bon, on n'a pas Antoine avec nous, je pense qu'il en aurait parlé facilement, mais Antoine, t'en penses quoi de Kurosawa? Merci tu vois, il a Antoine. pas d'avis. Je le savais, il a jamais eu d'avis Ouais. sur Kurosawa. Merci Antoine. Bon, pour le coup, on va faire donc une petite pause BO, un morceau issu de Ju-On, The Grudge, car on va parler finalement des Yurei plus récents, donc un morceau issu du premier film, donc un morceau de Syutei Shujo. Et voilà, donc c'était un extrait issu de Ju-On, donc alias The Grudge, sorti au Japon, réalisé par Takashi Shimizu. Et forcément, il y a eu un remake américain, car oui, le J-Horror va forcément... Oui, rigolons un peu. Non, mais avant de parler de ça, forcément, on va vraiment rester sur les films d'horreur japonais. Oui, il y a eu des remakes américains. Oui, il y en a eu des très mauvais. Oui, on va pas en parler. À moins que tu aies envie d'en on va en parler parce qu'on a dit des choses intéressantes. Mais on va déjà introduire le sujet avant de commencer. Donc, car on a parlé de Kwaidan, mais il faut parler totalement de l'héritage de Kwaidan parce que finalement,
tout ce qu'a apporté ce film, tout ce qu'a apporté après les Yurei au fur et à mesure des années, en fait, va montrer totalement en fait cette vision du revenant à travers ce cinéma japonais et forcément à travers la distribution au niveau mondial. Et cette vision du revenant va marquer les esprits de toute une génération de réalisateurs, à commencer par Hideo Nakata, qui est peut-être le plus grand représentant des films de Yurei. Peut-être, je dis ça forcément parce que c'est le réalisateur de The Ring, alias Ringu. Darkwater aussi, qui est bien efficace. Également. Et il a fait une version de Kaidan aussi. Ça, sorti en 94. Je l'ai pas vu. Par contre, The Ring, on peut revenir dessus. Mais on va bien sûr. s'attarder un peu sur ces Ah films-là. bah oui. Je suis content parce que je peux enfin dire des trucs là. Ça y est. Alors, The Ring, qu'est-ce que c'est que l'histoire? 97. Sorti en 97, absolument. The Ring, c'est tout le monde connaît un peu le concept de The Ring. De toute façon, c'est vous mettez une gentille cassette pour voir une vidéo maudite dans Pour laquelle les plus jeunes, Réalisé par David Lynch. David Lynch. pour les plus jeunes, Putain, une ça aurait cassette, pu. c'est ce qu'il y avait avant les DVD. Et, On mettait et dans les ce qu'on Blu-ray. appelait un magnétoscope. Il y avait une bobine. Voilà. On pouvait rembobiner Il fallait avancer. rembobiner avant de regarder. Voilà. Et donc, elle est maudite. Voilà. On la met dans le magnétoscope Car- sur une télé qui n'était pas en 4K, hein, les enfants. Hein. C'était C'était un tube vraiment du cathodique. Eh ouais, les cathodique. vieux hein. catholiques. Tube cathodique. Et donc, c'était une malédiction, car malédiction. au bout de 7 jours, La petite fille que vous voyez sur la vidéo, hein, qui sortait de son puits. petit va puits, vous là, tuer. va vous laminer la gueule, quoi. Voilà. Hein. Donc vous avez 7 jours pour pour essayer de faire en sorte que vous ne soyez plus maudit, mais c'est pas évident. Donc voilà. Donc avec The Ring, voilà. Déjà la figure de la petite fille, on retrouve vraiment les caractéristiques physiques dont on a parlé juste avant, quoi. Vraiment un peu plus moderne quand même. On n'est plus dans Oui. de la toge, on est vraiment sur de la robe de chambre. C'est ça, c'est c'est comme plus un la kimono. scène incroyable où donc le personnage principal en fait est une présentatrice télé, Ouais. si je ne dis pas bêtise, qui en fait va avoir de l'aide par le biais d'un détective ou un enquêteur, je sais plus si c'est un flic Oh, ou je sais un plus. privé. Mais bref, en fait, il y a une scène absolument dingue, c'est quand lui bosse quand il a vu la cassette, donc 7 jours, enfin peu de jours après, donc 7 jours après, il est chez lui, en fait, elle va sortir directement de la Elle télévision. sort de la télé. C'est la scène C'était- culte de Ring. Et donc, qui a été reprise The dans la Ring. version US forcément. Mm. Mais la version japonaise, la version d'Hideo Nakata, enfin moi ce qui m'avait dérangé dans la version américaine, c'est que le mec il a un appart californien, il fait super beau, c'est grand jour, tout est blanchâtre. Ouais, le mec il est dans le noir complet quand il est dans la version japonaise, quoi. Donc il y a une ambiance beaucoup plus dérangeante en fait. Bah, en tout cas, très quotidienne. En tout cas, que pour The Ring et tous les autres films de fantômes japonais, on est vraiment dans... Comment dire? Le contexte social n'est pas du tout le même, en fait. Non. Les personnages aux États-Unis, c'est des bourgeois, c'est quand même des gens qui ont assez d'argent, qui vivent dans une belle maison. Là, pas du tout. Hein, on est vraiment sur du quartier populaire, avec un peu la souillure que aussi dans certains quartiers, tu sens qu'il y a un peu de misère, un peu de trucs un peu bizarres. C'est ça la quoi. différence culturelle en fait, c'est que comment on s'appelle, les Américains restent des nouveaux Européens et sont influencés par la culture occidentale et l'influence beaucoup aujourd'hui. Et effectivement, pour revenir sur Nietzsche et sa conception entre la différence entre le dionysiaque et l'apollinien, effectivement, le film d'horreur au cinéma américain, en général, comme tu dis, c'est une famille bourgeoise, donc C'est bien ça. rangée, qui représente la morale, donc l'ambiance apollinienne, qui d'un coup va se voir surgir quelque chose de pas normal du tout, donc le dionysiaque qui vient foutre le cirque là-dedans, quoi. C'est ça. Et Et, c'est- après, ce qui est intéressant, alors il y a deux choses. Déjà, ce qu'on disait en off avant, c'est que la place du fantôme n'est pas du tout la même entre le cinéma japonais et le cinéma américain. C'est-à-dire que dans le cinéma japonais, et notamment pour The Grudge, on a vraiment c'est le fantôme qui est au centre de tout. Voilà, on est quasiment sur du film à sketch avec The Grudge. Hein. On a des personnages qui sont plus ou moins étroitement liés, mais le point commun à chaque fois que vous voyez une scène, vous savez que le fantôme va arriver. Vous ne savez pas les d'où, personnages, ni comment. voilà, c'est ça, ils sont reliés par le fantôme. Par le fantôme, voilà. Là, au contraire, le film américain, voilà, on a pris Sarah Michelle Gellar parce qu'il fallait bien une tête d'affiche. Et dans les années 90, c'était un peu. Elle est voilà, omniprésente, hein. elle s'occupe d'un gamin qui est en fait adopté, Et qui est adopté. qui a vu la et- cassette, donc forcément elle a encore un enjeu Vous encore plus confondez les important. Oula, films, là, là, les gars. Non, moi, je te parle de je The faisais une Grudge. blague, je parlais de Scary Movie en fait. Ah, Pardon, désolé. Pas-
Ok, mais qu'est-ce que tu... Bug Oui, parce que Scary Movie 2, donc Scary Movie qui Il s'amuse le parodie aussi. à parodier les films d'horreur, et dans le 2, comme c'était la période, ils se sont amusés Le à 3. parodier... 4. C'est le 3. C'est le 3. 3. Ah oui, c'est celui avec We Smoke de Signe et tout, là. Ouais. Et de 8 Mile. Ouais, ils ont réussi à relier Signe et The Ring en même temps. C'est pas le 4? Non, c'est le 3, c'est le 3. Et il y a le 3? Leslie Nielsen dedans, c'est absolument pas. Pour moi, les Scary Movie, c'est un même film dans ma tête, tu vois. C'est bon, bref. Non, là où, pour revenir à The Grudge et à The Ring, à la limite, The Grudge, la seule chose que j'ai trouvé un peu intéressante dans le film, c'est d'exploiter justement les différences culturelles entre les personnages américains et le fantôme japonais. Et il y avait pas mal de choses qui étaient développées autour de ça, justement, au niveau de la compréhension, cette intrusion du fantôme étranger à l'intérieur de la famille américaine. C'est-à-dire que, contrairement à, je sais pas, un tueur de slasher ou un fantôme américain de base, le fantôme japonais, il va se présenter, il va saluer avant de vous tuer, en fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une Il particularité. reste poli, en fait. Ouais. D'où le principe même de la malédiction que l'on voit dans The Ring. C'est le principe même de se présenter, en fait. Oui, il se présente. Tu mets une cassette. Oui, bonjour, c'est moi. Oui. Je vais vous tuer dans 7 jours. Sauf que c'est pas une. Voilà, c'est pas un film d'entreprise. Oui. Mais c'est un film d'entreprise, mais réalisé par Lynch. Voilà, je sais. Les gars, J'ai envie de faire une blague comme ça va être une blague récurrente. Ah, c'est chaud, quoi. Ouais. C'est chaud. Bienvenue dans le troisième Mais- monde. Ouais. Effectivement, le second souffle, on va dire, de la J-horror qui se place dans le milieu urbain, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure avec comment on s'appelle, le surnaturel qui est présent dans la vie quotidienne japonaise. Et effectivement, maintenant, on est dans du milieu urbain avec Voilà. Tokyo, la métropole qui représente, je sais plus, 20 millions de personnes, ce qui est juste voire même un peu alarmant, plus quoi. maintenant, je pense. Et effectivement, il y a aussi les nouvelles technologies, c'est-à-dire que The Ring, à l'époque où c'est fait, c'est une cassette. Enfin, bon, ça a déjà quand même une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, les cassettes à ce moment-là, mais il y avait rien d'autre à ce moment-là aussi. Donc, et effectivement, cette malédiction, le fantôme, il est plus dans un temple, il est plus dans un manoir à la japonaise. Là, il s'immisce chez vous. Et il est transmis à travers une cassette que les gens se refilent les uns après les C'est autres. ça la particularité de la nouvelle génération des réalisateurs de J-horror dans les années 2000, enfin des débuts des années 90, fin 2000, où ils vont vraiment réussir à mélanger tradition et développement technique via les prouesses cinématographiques. Alors on a Ring avec la télévision, mais on a également Takashi Miike avec la mort en ligne, donc il va carrément utiliser en fait le principe d'internet et du modem pour le comment dire, le déplacement des spectres. Et il y a également Kairo de Kiyoshi Kurosawa. Kairo de Kiyoshi Kurosawa, peut-être l'une des meilleures apparitions de fantômes dans le cinéma, je trouve, qui va absolument jouer sur la focale. Alors c'est pareil, hein, en fait, le spectre en fait apparaît via, on va dire, l'ADSL. C'est ça, voilà. c'est les fantômes d'Internet. On en parlait en plus, je sais plus si c'était la première ou la seconde émission sur les fantômes, mais effectivement, les Japonais, eux, l'ont fait que les fantômes se déplacent par Internet. Pourquoi pas, enfin, après tout, et il y a vraiment un rapport aux nouvelles technologies à chaque fois. Et surtout le rapport aussi du danger d'Internet, c'est-à-dire, regarde ce qu'on peut voir, des trucs dégueulasses, on peut voir des gens mourir et compagnie, et bah oui, il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir des conséquences psychiques aussi sur les personnes qui voient ça. Tout comme l'idée du magnétoscope à l'époque de The Ring, quoi. C'est vraiment un produit culturel ou un produit que l'on peut ramener chez soi, en tout cas, qui est à portée de tout le monde. Et comme Internet aujourd'hui, à l'époque, dans les vidéoclubs, Et il n'y qui avait pas que permettait les aussi films, de prolonger le mythe du snuff. Exactement. C'est ça. Et comme tout, dans la culture animiste, n'importe quel objet, même de la nouvelle technologie, peut se faire habiter par une présence, une âme. Et effectivement, ça peut être un téléphone portable, ça peut être une cassette, ça peut être, je sais pas, bientôt les Google Glass. Hein. Ouais, il y a eu aussi, je sais plus ce qu'il y avait d'autre récemment, mais vous l'avez vu, Kairo, peut-être de Moi, je l'ai Kiyoshi pas Kurosawa. vu. Il y a une scène absolument, je trouve absolument géniale, où donc on voit cette espèce de spectre apparaître au fur et à mesure qui avance très lentement avec une focale qui est très lente elle aussi. Donc en fait, on voit un flou, ça devient de plus en plus net, ça devient de plus en plus net. Et en fait, la seule netteté que l'on voit apparaître sur le plan long du personnage, enfin du spectre qui apparaît devant le personnage, c'est les yeux. Et les yeux, il n'y a que les yeux qui deviennent nets en fait. Et je trouve ça absolument formidable. Parce que tout le reste flou. Il y a un côté forcément dérangeant dans le côté. Et dans ce côté
La représentation, terrifique quoi, dans la manière de dans filmer. représentation, dans la manière de filmer et dans la matière de représenter ça cinématographiquement Ouais. parlant. Parce que forcément, le cinéma, c'est aussi un langage particulier qui se fait avec l'image et également le son, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, il y a aussi le bruit du modem Internet, le bruit de la DSL. Donc pour montrer aussi le côté troublant. Et par exemple, à un moment donné, il est droit, et il y a un glitch, et hop, il revient droit. Donc toute cette idée de technologie le fait également apparaître par le biais du fantôme. Et je trouve ça formidable. Et enfin, effectivement, Sadako dans Ring, donc le nom du fantôme dans Ring, Oui. ou Kayako de The Grudge, Ju-won, c'est des personnages qui sont devenus ultra cultes, qui ont été depuis parodiés, et pas juste aux États-Unis, hein, même, je sais plus, Halloween à Tokyo, apparemment, c'est un truc de dingue. Enfin, il y a tout le monde qui est déguisé. Non, mais il y a vraiment tout le monde qui est déguisé, qui sort dans la rue. Le cauchemar. Et il y a effectivement, il y a un moment, c'était. Tous les gamins dans la rue qui font. Je crois qu'il y a eu qu'ils ont appelé une Kayakomania, c'est-à-dire que tout le monde a été déguisé en Kayako, Oh, la effectivement, vache. et les longs cheveux noirs, comment s'appelle, la chemise de nuit blanche. Mais le fantôme japonais a vraiment pris place dans l'espace urbain tokyoïte, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la culture manga et japonaise contemporaine, il y a plein de fantômes maintenant qui sont devenus ultra cultes, notamment le Teke Teke, en fait, qui est une femme qui s'est fait couper en deux par un train et qui s'appelle Teke Teke parce que c'est le bruit caractéristique qu'elle a en se déplaçant, voilà. parce que comme elle s'est fait couper par un train, elle a plus ses jambes et du coup elle se déplace sur ses mains. Sur ses mains, ouais. Et du coup, c'est le bruit qu'entendent les gens juste avant de se faire tuer par elle. Il y a aussi la Kuisake, qui est une femme qui a la bouche fendue, en fait, enfin une sorte de bouche toute fendue. Le sourire, c'est ça, et qui est caché par les fameux masques hygiéniques japonais, qui sont beaucoup portés au Japon pour empêcher la diffusion de germes. Et ça, beaucoup de dessinateurs se sont très largement inspirés de ça. Forcément, je pense que l'un des plus connus, ça s'appelle l'Attaque des Titans, qui aime très bien représenter le côté grand sourire sur leur immense géant. Et c'est vrai que c'est totalement des légendes urbaines, mais il y a pas que ça, parce qu'il y a généralement moitié une différence avec les anciens yokai qui étaient, on va dire, beaucoup plus dans le monstrueux à l'époque médiévale. Enfin, par exemple, il y a des espèces de monstres qui ressemblent à des tortues géantes qui mangeaient les enfants et des trucs comme ça. Et dans d'autres, finalement, les légendes urbaines maintenant sont plus sur le rapport à l'être humain, au corps humain. Ouais. Et le rapport aussi avec les transformations sur le corps humain, voire même le côté un peu gore qu'il peut y avoir là-dessus. Je me rappelle avoir vu à l'exposition à Gérardmer, il y avait un yokai, donc c'était en fait un démon qui pouvait rentrer dans notre corps et en fait boucher notre anus par un œil. C'est pour dire à quel point aussi le Japon est absolument formidable. Et puis surtout inventif, quoi. Oui. Ils en ont des idées, il n'y a pas de souci. Non, mais après, où je suis assez d'accord, quoi, c'est que même dans tous les films là qu'on a cités, The Ring et The Grudge, la représentation du fantôme, effectivement, il y a une déformation corporelle très légère, hein, des fois, mais qui est dérangeante. Et surtout, dans The Grudge, dans The Ring, je les confonds, les deux fantômes, c'est affreux. Il y a cette particularité vraiment des cheveux autour et de l'œil qui est effrayé, quoi. Il y a vraiment le regard c'est qui est limite encore s'ils ont de présent. l'eyeliner. Non, mais c'est ça, et vraiment le regard qui sort de l'orbite qui est encore effrayé je crois par que dans la The dernière Grudge, tout le contour est noir en fait. Voilà, Ça, c'est c'est dans une The Grudge, mais c'est ça, une particularité dans Kwaidan aussi, où en fait l'actrice, non seulement elle est surmaquillée en blanc avec un teint un peu blanchâtre, mais aussi bleuté, parce que c'est le côté rapport avec le froid. Et le teint bleuté aussi est autour du contour des yeux. Pour les auditeurs qui vraiment veulent se plonger un peu plus là-dedans, il y a une magnifique série de documentaires qu'a fait Arte, qui est sortie, qui est encore visionnable aujourd'hui, qui s'appelle Tokyo Paranormal, qui revient sur toutes ces différentes choses. Et effectivement, il y a un moment, il y a une interview de l'actrice qui a joué Kayako, qui dit qu'il y a quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que si elle regarde avec les yeux exorbités comme ça normalement, ça fait rien. Mais si elle regarde en ayant la tête un peu relevée, là tout de suite ça devient effrayant, parce qu'il y a quelque chose d'étrange et de pas normal, et que on voit vraiment beaucoup plus le blanc de l'œil. Parce que beaucoup de cinéastes aiment beaucoup en fait transformer le visage. Désolé pour le son, mais c'est parce qu'en fait ils relèvent souvent aussi le visage. Et ça, c'était une particularité généralement utilisée par beaucoup de cinéastes un peu underground, notamment Shinya Tsukamoto, qui a utilisé ça dans Tetsuo, dans Nightmare Detective, et que forcément a influencé beaucoup d'autres réalisateurs, notamment Hideo Nakata. Mais là, on revient au théâtre, quoi. On est vraiment dans de la posture. Oui, pour c'est une posture illustrer, très théâtrale et très mécanique en fait. Très mécanique, en tout cas. C'est ça, c'est mécanique. qu'on a perdu le masque du kabuki, et du coup maintenant c'est le visage, le masque, avec un peu de maquillage bien entendu,
rendu. Et comme tu dis, ça va être la posture qui va transformer le visage. On va avoir besoin de moins d'artifice. Exactement. Alors Darkwater, je sais pas si tu l'as vu. Mais ouais, je voulais. C'est bien parce que j'allais rebondir dessus, Darkwater. Voilà. Mais oui, bien sûr que j'ai vu Darkwater, quoi. Nakata, un des plus grands cinéastes de fantômes au Japon. Darkwater, tout ça pour dire qu'au milieu de tout ça, vraiment le centre, l'élément du film de fantôme japonais encore aujourd'hui, c'est le drame, quoi. C'est vraiment le drame, le fait divers qui s'est passé. On est plus dans du fait divers que de la vieille légende. C'est vraiment voilà. Et du coup, il y a du drame familial. Et pour ceux qui ont vu Darkwater, la fin est vraiment déchirante, quoi. Vraiment, il y a émotionnellement, c'est très très fort. Et je trouve les apparitions fantômes dedans pas si effrayantes que ça. En vrai, elles sont efficaces, mais elles ne sont pas là pour t'effrayer. Il y a vraiment une âme perdue qui est là et qui retrouve. Parce que c'est ça que je trouve assez beau dans Darkwater, en fait, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus dans l'héritage véritable du Kaidan Eiga que du Yoreiga. En fait, il va partir plus sur ce que je l'ai dit comme auparavant au tout début de l'histoire, c'est plus un drame surnaturel qu'un genre fantastique. C'est ça. Et pour terminer là-dessus, en fait, j'ai envie de dire que Kwaidan, en fait, a été cet effet moteur, en fait, qui a lancé toute la mode du film de fantôme et notamment du J-horror juste après, car en fait, Kwaidan est en quelque sorte une plongée dans une beauté visuelle d'un monde fantastique insoupçonné. C'est une sorte de pont permettant au spectateur occidental de pénétrer en fait le monde du cinéma fantastique japonais. Et c'est ce que l'on a pu voir grâce à ce développement du cinéma là qui a réussi à sortir hors de leurs frontières. Pour terminer là-dessus, j'ai envie de vous considérer de vous conseiller quand même beaucoup de réalisateurs, notamment donc Hideo Nakata. Ses films Ghost, Actress, The Ring, Darkwater, Kaidan sont à voir. Takashi Shimizu, The Grudge, Ju-On, l'original, pas le remake. Et même surtout, la suite de Ju-On, le 2, il est très bien aussi. Mais surtout, et enfin, Kiyoshi Kurosawa pour Séance, Kairo, enfin surtout Kairo, Loft et Rétribution. Et voilà, donc on a terminé notre cycle sur le film de fantôme japonais. Je vais vous laisser avec un petit morceau parce que c'est rigolo, c'est un peu de la techno, c'est dans Ringu, c'est Feels Like Heaven. Salut Seb, on se revoit la semaine prochaine pour notre revue critique. Salut Jordan. Salut Roland. Salut Thomas à la régie et à la semaine prochaine.